Et comme tous les jours, nous débattons entre 11h et midi. Nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, membre du Conseil économique, social et environnemental. Ouais. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour. Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte. Vous êtes également candidat à votre succession. Merci. Et nous attendons Arnaud Champremier-Trigano, communicant, directeur de l'agence Faubourg. Coronavirus, panique, pas panique. Le gouvernement fait-il le boulot? Est-ce qu'on doit... on peut se poser la question de savoir comment les choses vont évoluer et si ça tourne mal, est-ce que les élections municipales pourraient être reportées? On n'en sait rien pour l'instant, mais dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, on parlera également des abattoirs avec le ministre de l'Agriculture ce matin qui était sur Sud Radio, qui est mis en cause par l'association L2, je ne sais jamais le numéro, c'est L214, voilà, L214. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jacques Miard, commençons avec vous, en forme. Alors, je vais tout d'abord faire un coup de cœur au gouvernement dans la mesure où j'ai été extrêmement surpris qu'ils prennent dès le 31 janvier 2020 un décret pour ne pas sanctionner les fonctionnaires qui seraient atteints par le coronavirus. Covid-19. Et voilà, et de telle manière qu'ils restent chez eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour de... comment dit-on déjà? De carence. De carence, pas jour de carence, merci. Oui, donc, je suis là pour ça, Jacques. Et donc, c'est bon. Peut-être dans la carence, c'est ça que tu veux dire? Non, je pense en réalité que là, ils ont pris des mesures très en amont. Ouais. Et que ça s'applique. On va en reparler, on va en parler pratiquement comme ça aujourd'hui. Oui. Allez-y. Coup de gueule, c'est que véritablement, on puisse agir encore beaucoup plus vite vis-à-vis de ces professeurs étrangers qui viennent enseigner chez nous, et notamment dans le cas de la Turquie. Le gouvernement là a raison aussi de vouloir arrêter ce phénomène. Ça fait longtemps personnellement que j'avais insisté à ce propos, puisque j'étais déjà à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et on avait relevé qu'on ne contrôlait rien. Ouais. Et dans le cas de la Turquie, c'est extrêmement grave, parce que la Turquie, avec Erdogan, frère musulman, a la volonté de dire aux colonies turques en Europe, en Allemagne, en France, surtout restez turcs, et ils veulent en réalité les manipuler à distance pour peser sur la politique intérieure de ces gouvernements. Donc, sur ce point précis, il faut arrêter ce système rapidement. Alexandre Malafaille. Moi, non, c'est plutôt un coup de cœur. Plein salon de l'agriculture, j'avais envie d'adresser un message empli de bienveillance à l'agriculture française et à nos chers paysans. Parce qu'on a souvent tendance quand même à organiser pas mal de débats où on met en avant les défauts de l'agriculture, ses nuisances et autres. Mais quand même, on a la chance d'avoir une des plus belles agricultures au monde, d'avoir des paysans qui s'investissent sans compter, qui travaillent sans pratiquement rien gagner pour une grande majorité d'entre eux, qui font un job merveilleux, qui au-delà du fait d'assurer notre souveraineté alimentaire, assure aussi un travail extraordinaire en matière d'aménagement et d'entretien des paysages, des territoires, de nos campagnes. Et puis qui préserve de la vie dans les territoires et les campagnes. Et je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs sur un livre qui est sorti, qui est très intéressant, qui est le livre de Sylvie Brunel, « Pourquoi les paysans vont sauver le monde », qui est extrêmement bien fait et qui explique à quel point l'agriculture est en train de se transformer aujourd'hui et demain, et qu'il faudrait plutôt encourager le monde paysan à aller dans cette voie-là, plutôt que de souvent leur faire du bashing. Oui. Alors moi j'ai un coup de gueule sur votre coup de cœur, et qui rejoint un petit peu des commentaires d'auditeurs. Hier on était au salon de l'agriculture, c'est de dire tous les ans au moment du salon de l'agriculture on dit nos agriculteurs ils souffrent, ils sont machins, il faut les aider, et tous les ans c'est la même chose, il se passe rien, et tous les ans on fait le même constat, et tous les ans on recommence à dire vive l'agriculture française, vive nos agriculteurs, vive etc. Et puis so what, quoi, il se passe rien. Malheureusement en ce moment, j'entends bien moi la souveraineté alimentaire. Nous ne le sommes plus. Et c'est les paysans eux-mêmes qui le disent. La critique dans plein de domaines, si je puis me permettre. Oui, mais celui-là est quand même par rapport au territoire tel que nous les connaissons dans l'Hexagone, on a quand même de nombreuses possibilités. Deuxièmement,
Moi, je crois pas que... Enfin, je conçois assez peu qu'une majorité de Français et de Françaises aient des critiques fondamentales par rapport au monde paysan. Chacun dans sa famille, historiquement, ici ou là. Donc, non, la critique qui est faite, c'est à l'agriculture industrielle. Et là, on touche à quoi? À 5-10% des agriculteurs, c'est même les plus performants, sans doute, dans la Brie, dans la Beauce, et ainsi de suite. Mais c'est pas une critique fondamentale. Je crois pas que les Françaises et les Françaises aient clairement une attitude négative par rapport au monde paysan. Non, mais je pense qu'on fait l'amalgame tellement souvent sur tellement de sujets qu'à un moment donné, rappeler un peu la qualité et l'extrême engagement de ceux qui sont là, c'est bien. Mais je suis d'accord avec ça. Mais vous êtes d'accord qu'on les plébiscite au moment du salon de l'agriculture, qu'on dit ils sont formidables, il faut aimer nos agriculteurs et qu'on les laisse dans la mouise. Moins que leurs revenus sont difficiles. Absolument, c'est ça. Hein? En moyenne 300 balles par mois pour les agriculteurs, voilà, c'est ridicule. C'est ça le problème. Oui, mais et il y a un problème, que tu le veuilles ou non, c'est avec la PAC. La PAC doit être repensée de manière à soutenir les marchés et à être véritablement qu'elle garantisse des revenus suffisants aux agriculteurs. Il ne t'a pas échappé, Jacques, qu'avec l'Europe à 27 telle que nous l'avons, le budget de la PAC n'est toujours pas décidé. Bah oui. Bien sûr que non. Toujours pas. Oui, ça veut dire que retard considérable. Oui. On va reparler de notre agriculture tout à l'heure avec la polémique autour des abattoirs. Jean-Luc Benamias, votre coup de cœur ou coup de gueule? J'en parle souvent sur cette antenne. Hein. C'est ce qui se passe en Catalogne. Va se passer samedi à Perpignan. C'est incroyable, mais c'est à Perpignan. Un rassemblement autour de l'ex-président de la Catalogne en Espagne, M. Puigdemont, qui est maintenant député européen, qui est condamné en Espagne, qui serait, s'il était resté en Espagne, condamné à de la prison comme des dizaines d'autres élus qui sont condamnés parce qu'ils ont organisé un référendum. Et il y aura, selon les calculs, et je pense pouvoir les croire en Catalogne, près de 70 000 à 90 000 personnes qui viendront de la Catalogne Sud, mais aussi du Nord, qui se rassembleront pour définir ce qu'ils pensent, eux, être juste, c'est-à-dire comment défendre une Catalogne plutôt indépendante, en les cas très autonome. Voilà, je voulais rappeler ça parce que on est toujours dans un schéma en Catalogne terriblement non violent, avec quand même depuis maintenant plus de 2 ans, une bonne vingtaine d'élus qui sont en prison pour avoir organisé un référendum. Ouais. Et les autres qui ne sont pas allés là-bas, comme M. Puigdemont, est maintenant député européen, il a l'immunité parlementaire, mais il ne peut pas rentrer chez lui. Oui, il y a quand même un petit bémol à apporter tout ça. Toi qui as été député européen, un eurobéable convaincu. Bien sûr. Il n'a jamais été eurobéable. Des gentillesses. C'est que l'institution du comité des régions a encouragé toutes ces autonomies des régions et qu'on les a fait monter pratiquement au niveau bruxellois avec des quasi-ambassades. Donc on a joué les apprentis sorciers, ce qui remet en cause les unités nationales. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Espagne n'a jamais voulu reconnaître le Kosovo, se disant que ça allait véritablement se retourner contre elle. Donc le comité des régions, parce que véritablement aussi l'idéologie bruxelloise, c'est d'essayer de dire ces États-nations m'emmerdent, et donc je veux m'adresser aux régions. Et ça, il faut quand même le dire. Et je peux te dire que sur ce point précis, y compris Hubert Védrine m'a dit « Jacques, tu as raison ». Donc, il est clair qu'on a laissé structurellement, institutionnellement, se développer cette espèce de régionalisme qui est, à mon avis, par beaucoup de côtés, très loin de la réalité. Arnaud, Jean-Premier Trigano nous a rejoint. C'est aussi sous l'impulsion de l'Allemagne qui a cette culture-là, contrairement à une culture républicaine jacobine. C'est pas l'Union européenne qui a inventé l'histoire du Pays Basque, c'est pas l'Union européenne qui a inventé l'histoire de la Catalogne, hein, Jacques. Non, ça existait bien avant. Ça a accéléré le système. Quand on laisse monter à Bruxelles, on laisse à ces régions ouvrir des quasi-ambassades et qu'elles court-circuitent également les États nationaux, il y a un moment, ça suffit. Monsieur Miard, le problème, c'est que bien souvent, les bonnes idées sont dévoyées. C'est vrai, systématiquement, la politique le prouve tous les jours dans tous les systèmes, et qu'à un moment donné, si chacun prenait ses vraies responsabilités, et si l'Europe était à la hauteur de ses ambitions, d'une part, et si les hommes politiques et les femmes politiques dans les pays respectifs, qui au lieu à chaque fois de taper sur l'Europe, avaient depuis 30 ans fait autre chose. C'est le dévoiement de l'Europe avec l'Europe n'est pas dévoyée, c'est la façon dont les hommes politiques ont traité l'Europe qui est dévoyée. Non, je suis désolé, il y a une technocratie qui pilote véritablement à Bruxelles. Mais pourquoi ? Parce que les politiques n'ont pas la main sur... Mais bien sûr que si, parce qu'ils sont incapables de s'entendre et qu'on a construit l'Europe à l'envers. De toute façon, on ne s'entend pas. Vous ne vous entendrez pas là-dessus. Arnaud, Jean-Premier Trigano, dans un instant, en fait, vous nous donnerez votre coup de cœur puisqu'il est en rapport avec le coronavirus, c'est ça ? Donc on va en reparler dans la deuxième partie. Moi, j'ai
deux petites choses. C'est pas le coronavirus, mon coup de cœur. Ah bon, c'est quoi alors? Si, c'est en rapport avec. Oui, c'est en rapport. Oui, non, bien sûr, on a bien compris. Non, je voulais vous signaler plusieurs choses. 52e vendredi de manifestation en Algérie, 53e même, dans la plus grande indifférence pour nos médias. J'en ai parlé avec un monsieur algérien tout à l'heure qui me disait ça. Il me dit c'est une mobilisation incroyable avec des millions de gens partout en Algérie. Pas un média français et dans le calme total, c'est ce qu'il m'a dit. Ils ont compris que la violence, au contraire, serait matée dans le sang. Donc, signaler que cette Algérie est toujours là, mobilisée, qu'il y a toujours une famine qui menace toute l'Afrique, une grande partie de l'Afrique. 45 millions d'Africains sont menacés de famine. Ça non plus, on en parle pratiquement jamais. À cause des sauterelles, notamment. Pas seulement, oui, les typhons, les sauterelles, etc., l'extrême sécheresse. Et puis, autre chose qui n'a rien à voir, mais c'est une enquête qui est au long cours dans l'Express. Anne Jouan a révélé ce qui s'était passé au centre du don des corps à Paris-Descartes, des corps qui ont été conservés dans des conditions absolument indignes, avec des familles qui aujourd'hui se mobilisent, avec des enquêtes en cours, mais pas de juge d'instruction nommé. Les familles sont prêtes. J'ai entendu Anne Jouan hier qui disait les familles demandent à ce que les photos qui sont impubliables soient publiées pour créer un choc et qu'il y ait une enquête qui soit menée. Et comme par hasard, on apprend ce matin qu'il y a eu un cambriolage à Paris-Descartes avec un fric-frac dans les archives, comme par hasard, encore une fois, qui concerne les années 2002, 2009, 2016. C'est un vrai polar avec des gens très haut placés, comme le professeur Guy Valencien, qui lui avait monté sa structure au sein du centre du don des corps, qui achetait à prix coûtant les corps pour les revendre à des sociétés 3, 4, 5 fois le prix, alors légal puisqu'il avait eu l'autorisation, mais je vous encourage à lire cette enquête qui est absolument sidérante, c'est dans l'Express. On se retrouve dans un instant pour parler du coronavirus. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez pris des mesures particulières? On vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous commentons l'actualité. L'actualité, évidemment, c'est le coronavirus. Nous sommes ensemble avec Arnaud Champremier-Trigano, Jacques Miard, Alexandre Malafaille et Jean-Luc Benamias. Alors, votre coup de cœur, si on peut dire, si, c'est un coup de cœur, Arnaud Champremier-Trigano. C'était pour la recherche fondamentale. Ouais. Parce que on a toujours le débat entre les différents types de recherche, et la recherche fondamentale, on se dit ça sert à rien. On travaille, on a des chercheurs qui travaillent comme ça, on ne sait pas sur quoi. C'est pas de la recherche appliquée où là on sait qu'on essaie de faire évoluer une technologie. Et c'est toujours les budgets qui sont coupés, les recherches qui sont critiquées. Or, on s'aperçoit dans le cas présent avec l'apparition d'un nouveau virus que notre seul horizon de solutions, c'est la recherche fondamentale. C'est-à-dire c'est ces chercheurs qui cherchent on ne sait pas quoi, un peu n'importe quoi, mais qui justement vont tomber sur des découvertes majeures. Et souvent on dit on n'a pas inventé l'électricité en cherchant à améliorer la bougie. Donc c'est ça la recherche fondamentale, c'est qu'on cherche des choses sans savoir où ça va, et là on s'aperçoit que c'est fondamental, comme son nom l'indique, et qu'on en a vraiment besoin, et que les budgets ne doivent pas être coupés sur la recherche. Mais cela étant, ça dépasse le cadre de la recherche souvent. Moi, je me souviens qu'un jour, à l'OMPI, où j'étais le jury de la délégation française, les Américains voulaient breveter des formules mathématiques de la connaissance fondamentale. E égale MC2. Ils adorent breveter. Et que on les a, je me suis opposé, on a remporté la chose, parce que si vous brevetez effectivement les formules fondamentales ou les concepts fondamentaux, vous bloquez ensuite le système en termes de propriété intellectuelle. Mais ce que vous dites est tout à fait exact, c'est que parfois on cherche et puis ça va servir pour autre chose. Voilà. Ça, c'est évident. Mais ça, c'est le génie humain. C'est le génie humain. Oui, mais ça, c'est les budgets qui sont coupés. Et pour cause, puisque dans les budgets de la recherche, de plus en plus, il y a les budgets publics, mais chaque fois, on demande à ces budgets publics d'être abondés par des budgets privés. Oui. Ce qui demande évidemment d'acheter des brevets dans ces cas-là, parce que sinon, ça ne rapporte pas. Et c'est ce qui est arrivé. Enfin, les gens du CNRS le diraient beaucoup mieux que moi, de l'INRA le dirait, l'INRA, je crois maintenant, le dirait beaucoup mieux que moi. Merci. Voilà. Moi, je suis très étonné de ce que vient de dire Jean-Luc. Vous savez pourquoi ? Parce que pour avoir fait des études justement à la Commission des affaires européennes, c'est une volonté des directives européennes que d'associer le public et le privé. Et que ce qui va être primé au niveau européen, dans le budget européen sur la recherche, c'est des associations publiques-privées. Et donc, alors, je m'étonne, vous qui avez siégé à l'Europe, etc., vous critiquez ce qui a été... Il suffit, je l'ai déjà dit, et puis j'ai rien à prouver, rien du tout, mais regardez, parce que les votes sont publics, les votes publics que j'ai faits en 10 ans d'Europe, vous allez être surpris, Jacques.
Allez, ce matin, le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré « On a devant nous une épidémie qui arrive, on va devoir l'affronter au mieux ». Des paroles pas très rassurantes. Et dans le même temps, on apprenait que le Premier ministre japonais appelle à fermer temporairement les écoles publiques. Donc on sent quand même qu'il y a une inquiétude qui est en train de monter, même si les médecins disent que pour l'instant, voilà, on ne sait pas. C'est vraiment, j'ai discuté avec un médecin qui me disait « On ne sait pas. En fait, ce qu'on sait, on le sait au moment où on parle. Et l'heure qui suit, la preuve, hier, on a appris qu'il y avait un mort. On ne sait pas pourquoi, dans l'Oise, d'où il sort. Cette inquiétude, elle est évidemment partagée partout. Je vois nos auditeurs les plus fragiles qui disent moi j'ai une maladie auto-immune, comment faire les masques, alors les masques, je rappelle, ne protègent pas du virus. Elles protègent ceux, si vous êtes contaminé, éventuellement des postillons, mais ça ne sert à rien. Il ne faut pas aller aux urgences, il faut appeler le 15 pour ne pas évidemment contaminer les urgences. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la France est préparée, Alexandre Malafaille, à affronter cette épidémie? C'est un sujet très compliqué parce que c'est un sujet vivant, il n'est pas son temps, comme vous l'avez rappelé, à évoluer. La seule bonne nouvelle, si je puis dire, jusqu'à présent, c'est que ce virus est à un niveau de létalité qui reste faible. Là aussi, c'est faux. Il est 4 fois supérieur à celui de la grippe. Donc on dit la grippe, oui, mais enfin, 10 000 personnes. Tout dépend de l'échantillon. Quand on regarde globalement à l'échelle du monde jusqu'à présent, on reste sur un taux de létalité qui, malgré tout, n'est pas celui du SRAS en 2005, qui n'est pas celui du H5N1. Bon, maintenant, c'est un virus, et c'est ça qui est inquiétant, c'est un virus qui visiblement évolue. En tout cas, on n'a pas tout compris de ses modes de transmission. Est-ce qu'il est mutant? Est-ce qu'il a changé de forme entre la première version qui a été détectée il y a quelques semaines et maintenant? Est-ce qui fait qu'effectivement, il se transmet autrement que comme on avait pu l'imaginer? Comment effectivement ce patient dans l'Oise, ce professeur, est-il décédé? On est vraiment au début de quelque chose. Alors, est-ce que la France est préparée? Je pense que très objectivement, vos auditeurs doivent savoir que la France fait partie des pays qui ont un des meilleurs systèmes de veille, d'alerte et de prise en charge, je crois, dans le monde. Quand on regarde par rapport à l'Italie, maintenant, face à une épidémie massive, il est évident qu'on a un problème de fond. Et si on reste sur un niveau, on va dire, de grippe un peu amélioré, bon, globalement, on devrait le traverser sans trop de casse. S'il faut emmener beaucoup de gens dans des systèmes de réanimation parce qu'il y a des insuffisances respiratoires sévères, là, on a un sujet parce qu'il n'y a pas beaucoup de lits. Il ne faut pas faire peur aux gens, mais il n'y a pas beaucoup de lits, il n'y en a pas assez pour traiter 10 000 personnes. C'est tout le problème de la politique des établissements hospitaliers, hein. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. On a quand même une crise hospitalière avant même la déclaration de cette pandémie. Et deuxièmement, il y a un autre problème sur lequel moi je suis sidéré, c'est que les groupes industriels, y compris, on a joué la mondialisation, on fait fabriquer beaucoup d'éléments en Extrême-Orient ou Asie, et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est problématique. Donc il y a un moment, si on ne retrouve pas une autonomie minimale en matière de fabrication pharmaceutique. Et pas que. Oui, c'est un peu... Non, mais c'est un problème dont il va falloir enfin tirer les conclusions. Parce que tout jouer sur les échanges internationaux, eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que véritablement, ça accélère les problèmes. Oui, Arnaud, ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que j'entends les politiques qui en fait appliquent leurs solutions de toujours aux problèmes. Alors, certains diront il faut fermer les frontières parce que c'est le penchant naturel de votre liaison politique. D'autres diront il faut profiter de la mondialisation parce que c'est ce qui va nous permettre de trouver des synergies. En fait, mais c'est légitime. C'est-à-dire, chacun pense qu'il détient la bonne solution face à un problème qui se pose. Il dit, voilà, c'est la preuve que ma solution s'applique. Bon, la vérité, c'est que le virus circule sur des points extrêmement éloignés les uns des autres. Chine, Corée du Sud, Iran, Italie. Absolument. Donc bon, là, on est quand même sur un déplacement du virus qui est inquiétant. Nous, on a un système, effectivement, de santé qui fait partie des systèmes dans le monde qui sont en haut du panier, mais qui sont en capacité de répondre. Mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc c'est pas parce qu'on a un bon système de santé et qu'on a des bons process face à une contamination qu'on va passer entre les gouttes du virus. Marx nous a déjà appris que le quantitatif pose un problème qualitatif. Et donc, ce qui est le problème, c'est qu'aujourd'hui, si véritablement ça monte en puissance, notre système hospitalier, malheureusement, aura des difficultés. Notre système hospitalier Jean-Luc Benamias est totalement épuisé. Épuisé. Les aides-soignantes, les infirmières, un certain nombre de docteurs, c'est pas pour rien qu'un certain nombre de grands maîtres ont démissionné.
plusieurs centaines. L'épuisement général dans l'hôpital public, extrêmement essentiel dans notre cité, de très très haut niveau, je le confirme, bien évidemment. Dans cette situation-là, vu que, certes, pas de panique, ok. N'empêche que tout ça est assez galopant. Vous avez cité quelques pays. Je pense que dans 2 jours, on en citera 10, 20, 30 de plus. Oui, et qu'il y aura plus de contamination mondialisée. Partout, le fait que, même si on fermait les frontières, en tant que tel, ça n'a pas de sens. On peut arriver par différents moyens. Oui. Mais plus de contrôle quand même, avec notamment nos amis italiens. Je dis bien nos amis italiens. Aujourd'hui, c'est quand même bizarre. Et je voudrais le dire aussi. En pleine crise du coronavirus, qu'une ministre qui est une ministre qui savait ce qu'elle faisait démissionne pour aller se présenter avec le Titanic à la mairie de Paris, on est dans un drôle de monde. Oui, donc, si on veut prouver qu'un ministre sert à rien, faisons comme ça, ok. Je pense qu'elle servait à quelque chose, parce que remettre en place, on s'y connaît un peu quand même, autour de soi, quand on est nouveau ministre, et je trouve qu'il se débrouille pas mal d'ailleurs, le nouveau. Il s'exprime pas mal. Mais remettre en place la structure, l'écoute que peuvent avoir les directions de service. Des dossiers qui sont en cours, la connaissance des dossiers. Changer radicalement de position financière par rapport à ce qu'il a pris à l'Assemblée. Tout ça prend du temps. Allez, or, le temps, nous ne l'avons pas. On continue ce débat avec vous, 0826 300 300. Est-ce que vous êtes inquiet? Oui, vous êtes inquiet. Et effectivement, les médias qui font pas de panique, oui, on a du mal à ne pas paniquer quand on entend les différentes informations. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, nous parlons du coronavirus. 0826 300 300. Appelez-nous si vous voulez réagir, poser des questions, témoigner. On en parle. La découverte, en tout cas, semble s'accélérer en France. 2 ont été annoncés mardi soir, 3 mercredi matin, un dernier mercredi soir. Aucun malade n'avait été repéré dans l'Hexagone depuis le 15 février. Mais c'est vrai que la maladie a gagné l'Italie. Et c'est vrai que moi, je m'interroge quand même sur le fait qu'on confine des gens qui rentrent d'Italie, des classes, des enfants, et qu'on ait accepté l'arrivée de ces Turinois hier pour le match. Il y a quand même une incohérence totale. Il y a 2 poids, 2 mesures. J'entendais Sibeth Tendai essayer de défendre ça ce matin sur une chaîne concurrente. J'étais affligé parce que c'est indéfendable. Qu'on maintienne le match et qu'on le fasse à huis clos, parce que c'était la seule solution. Parce que sinon, de toute façon, c'est pas possible d'interdire aux gens de venir. Comment on fait un filtrage, de dire les Italiens, pas les Italiens, etc. Mais qu'on prenne ce risque-là avec un niveau de 3000 personnes. Sachant que le même jour, on entend les cheminots, les contrôleurs de train de la SNCF qui disent, nous, on s'arrête à la frontière italienne, on ne veut pas aller en Italie, et nous, on les laisse rentrer. Il y a quelque chose de mystérieux. Alors en même temps, c'est très difficile d'être décideur aujourd'hui. Quand vous êtes en charge, pour le coup, et que vous êtes face à cette problématique-là, de dire qu'est-ce que je prends comme décision en temps réel par rapport à ce que je sais, entre une information qui peut évoluer du matin au soir, c'est vrai que c'est très difficile. On est, au nom du principe de précaution, tenté de se protéger intégralement, et en même temps, on ne peut pas non plus tout interdire. Donc c'est vrai que c'est très difficile pour les gens qui décident, mais là, je pense que malgré tout, il y a une mauvaise décision. En même temps, Irlande-Italie en rugby qui doit avoir lieu, bien sûr, est annulé. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a une mauvaise décision qui a été prise hier soir. Le système c'est très délicat à choisir. Pensez aussi que les Jeux Olympiques ont lieu dans quelques semaines, quelques mois à Tokyo. C'est ça. La question se pose complètement. Et puis il y a les élections municipales. Et puis il y a des événements, donc est-ce que les élections peuvent être menacées? Alors ça a été discuté, pour l'instant c'est maintenu, mais la vérité c'est qu'on sait pas du tout ce que ça donnera dans 15 jours. Mais c'est évident qu'être assesseur et voir défiler tout son arrondissement ou la moitié de sa ville à qui on serre la main poliment pour être sûr qu'il vote bien, c'est quand même une prise de risque un peu compliquée dans la période. En Marche qui dirige le pays. Faut reculer les élections, je vois déjà le débat. Ah oui, c'est sûr. Là, en l'état, y compris sur les enveloppes que tu viens de dire. Exactement. Ouais, enfin, faut peut-être pas trop paniquer. Mais je voudrais souligner ce que vous venez de dire. C'est que sur une chaîne continue, j'ai entendu un professeur de médecine dire mais c'est politique, il faut qu'ils arrêtent de se mêler, laisser faire notre travail. Et donc, nous sommes capables, nous, médecins, de faire face. Et après, effectivement, sur ce fameux match... Juventus OL, il disait il faut pas qu'il y ait lieu. Alors là, je savais pas où était la vérité. Le médecin qui disait surtout les politiques ne vous voulez pas de ça. Après, il disait non, là il faut l'interdire.
Alors moi je reviens un instant sur la question des contrôles, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est là encore, comment on fait pour essayer de limiter la contagion de l'épidémie. C'est vrai que les Chinois, eux, semble-t-il, ont pris des mesures extrêmement drastiques, mais impressionnantes quand même, hein, et semble-t-il, ça a l'air d'être contenu au vu des chiffres qu'ils donnent et de ce qu'on met. On verra la vérité un peu plus tard, mais à notre échelle aujourd'hui, une problématique, c'est comment on limite les contacts entre les populations, d'autant plus qu'il semblerait que ce virus, pour l'instant, soit contagieux, alors même qu'on n'a pas de fièvre. Donc la question, c'est comment on peut véritablement détecter que le virus... pendant 15 jours. Exactement, donc c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, quelle est la bonne mesure à prendre, empêcher les gens de sortir, empêcher les gens d'aller d'une ville à une autre, sachant qu'on ne sait pas comment ça se transmet. Que Pasteur trouve la parade. C'est là qu'il faut véritablement un auditeur, agir. Michael, qui nous dit, vous avez évoqué la Catalogne, il y a un premier cas qui a été isolé hier à Barcelone. Des milliers de Catalans vont à Perpignan. Donc comment on fait effectivement? Une autre auditrice nous dit qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu sur le match de foot, donc on préfère le fric à la santé. Elle a sûrement raison, l'UEFA est certainement très, très imparfaite de ce point de vue-là, mais il suffisait de dire aux gens, vous ne rentrez pas dans le stade, éventuellement on rembourse, ça coûte 500 000 balles, c'est pas grave, la santé n'a quand même à ce niveau-là n'a pas de prix, qu'on maintienne le match pour des raisons particulières, mais qu'on fasse en sorte que... un don à l'Institut Pasteur. À la limite, c'est une bonne idée. Frédéric est en ligne avec nous, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Est-ce que vous avez peur, vous, ou pas? Vous paniquez? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous savez, j'ai l'impression que je suis vraiment dans un très mauvais film, en fait. Parce que bon, je suis pas un auditeur qui peut être mis à la norme, parce que j'ai pas de télévision chez moi. Malheureusement, la dernière fois, j'ai regardé le match de rugby et après, il découlait en fait des informations. Et là, j'ai eu peur parce que vraiment, les médias m'ont fait vraiment peur parce que je l'ai mis sur mon ordinateur parce que j'ai pas de télé, comme je vous disais. Mais là, honnêtement, j'ai pas l'impression que moi, j'ai pas de peur particulière parce que ce virus, il va s'éteindre comme l'Ebola, il a fait en Afrique, mais je dirais. Enfin, il a fait des millions de morts, Ebola. Hein. Vous êtes fataliste, quoi. Oui, non, mais aujourd'hui, on en a entendu parler d'Ebola. Je veux dire, bon, honnêtement, moi, j'ai pas particulièrement peur, mais je pense que les médias contribuent, en fait, aussi à développer, en fait, cette paranoïa. Et ensuite, comme vous dites vos invités, il y a eu le match de foot, donc on n'interdit pas le match de foot, on n'est pas à huis clos. Donc, moi, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir un mauvais film devant les yeux, parce que, je veux dire, j'ai pas de peur particulière, donc je me répète, mais... Honnêtement, je vois pas Alors, écoutez, de toute façon, si on doit attraper le virus, écoutez, c'est comme la grippe, on peut l'avoir et mourir. C'est un nouveau virus qui arrive. On est un peu démunis par rapport à ce virus parce qu'on n'a pas les médicaments. Mais il y a quand même des chercheurs qui font des avancées, comme en Chine, qui ont découvert que la molécule qui soigne le paludisme peut en fait. Peut-être. Oui, peut-être. Les médecins sont assez. Ils testent les Schweppes. Ils testent là-dessus, donc c'est vrai qu'il va y avoir des tas de tests. Quand on sera mort, on saura pourquoi, c'est ça? Non, mais c'est vrai qu'il y a pour l'instant, on ne sait pas. Donc, faisons confiance à la médecine, à la médecine, et à la recherche. Vous vouliez réagir à ce que disait Frédéric, peut-être par rapport aux médias? Est-ce qu'ils en font trop? C'est vrai que moi, j'entends des virologues alarmistes et d'autres beaucoup plus tranquilles. Exactement. Moi, on est d'accord sur le fait que les chaînes info travaillent sur le ressort de la peur et scénarisent la peur parce que c'est ce qui capte l'audience. La peur ou l'information aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi reprocher. Oui, non, mais la peur est un ressort qui permet de cristalliser l'audience et de rester face à son écran. Donc les chaînes info l'ont compris dans le monde entier et donc elles en abusent parfois. Là, dans le cas précis, je pense que la peur n'est pas notre ennemi. C'est-à-dire que les gens aient un peu la trouille comme on l'a les uns les autres. Des précautions. Voilà, ça pousse à prendre plus des précautions, à plus se laver les mains, à faire plus attention au contact. Et donc, je pense que la peur n'est pas notre ennemi. Il ne faut pas de mouvement de panique, mais on n'en constate pas de toute façon. Je vois pas ce qui pourrait se passer. Les gens ne vont pas s'enfuir, ils ne sauraient même pas où aller. Voilà. Donc, si vous voulez, le travail d'information est plutôt bien fait. On a quand même une parole qui est plutôt bien distribuée avec des médecins qui viennent expliquer où on en est, tout ça. Il y a une tension qui est là, sur laquelle jouent les chaînes info peut-être, mais ça permet aux gens de faire prendre plus de précautions et je pense que c'est pas, dans le cas précis... un point important, je crois qu'effectivement, on retrouve à travers ce genre de crise une sorte de sens de la vie collective. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on est dépendants les uns des autres et que l'égoïsme individuel, il y a un moment, il a des limites. Mais pour défendre les chaînes d'infos constantes, nous avons été saisis, nous les maires, d'instructions de la part du gouvernement de porter à la connaissance de la population en disant, voilà, il y a un site et vous devez véritablement vous reporter à ce site
parce que ça peut évoluer d'heure en heure. Ouais, c'est ça, hein. Donc le gouvernement, à juste titre, là, moi je ne critique pas, moi je l'ai relié à ma population le plus possible, parce que pour toucher tout le monde c'est très difficile, mais il n'en demeure pas moins que à la décharge je dirais des médias en continu, le gouvernement lui-même demande qu'on soit en alerte. Et il a raison. Et il a raison. Donc je crois qu'il faut faire le départ entre les deux et pas toujours accuser le facteur qui apporte une mauvaise nouvelle. Ah oui. Non, mais c'est évidemment. Et puis que les choses, comme vous le dites, et vous avez raison de le rappeler, c'est d'heure en heure. Et le principal conseil, c'est de se laver les mains le plus possible, parce que la transmission se fait par les mains et on touche notre visage et c'est comme ça que se transmet le virus. Vous avez raison que pour les élections, on dit non, je vous serre pas la main parce que vous... Ah non, mais les candidats, c'est un souci. Hein. Ouais, c'est un vrai souci. Il sert un maximum. On mettra des lingettes antiseptiques dans tous les bureaux de vote en disant serrez la main, lavez-vous les mains, serrez la main, lavez-vous les mains. Pourquoi pas? Allez, on a Mickaël en ligne avec nous. Bonjour Mickaël. Oui, allô, bonjour Valérie, bonjour à toute l'équipe. Ça aurait été pour aborder 2-3 points parce que au niveau du gouvernement, etc., j'entendais monsieur Benamias, si je me trompe pas, dire que l'ancienne ministre de la Santé, madame Buzyn, avait été plutôt pas mal, etc. Moi, je pense qu'elle a été parachutée à Paris justement parce qu'elle faisait pas le travail et que mettre des affiches mettre des affiches dans les aéroports, ça stoppera jamais un virus, on va se le dire honnêtement. Ouais. Et deuxièmement, je voulais dire que là, j'ai vu sur El País, il y a un cas qui a été confirmé à Valence d'un fan qui est rentré de Milan le 19 février pour un match de Ligue des Champions. Donc si prochainement on a des cas à Lyon, il ne faudra pas s'étonner et ce sera la faute du gouvernement parce qu'ils ne prennent aucune précaution ou presque. C'est vrai qu'il y a des informations contradictoires. Ce qu'on disait, des élèves confinés chez eux qui revenaient d'un voyage d'Italie et en même temps les supporters qui arrivent. On a un petit peu de mal à comprendre la cohérence. C'est la politique du en même temps. En fait. C'est la politique du en même temps. Oui, c'est ce que vous êtes nombreux à dire. Et je voulais dire aussi deux petites choses. Il y a l'hôpital de Creil qui n'avait pas d'équipement pour diagnostiquer apparemment le monsieur qui est décédé de 60 ans. Et au-delà de ça, j'ai vu aussi que Patrick Pelloux a estimé que s'il y avait une épidémie en Ile-de-France, ce serait compliqué à gérer. Donc moi, ce que je me demande, c'est quand est-ce que le gouvernement va comprendre que la santé des Français peut être en jeu et qu'il va falloir investir, vraiment. Parce que... C'est un petit peu ce qu'on disait en début d'émission. Si je peux faire un très bref commentaire, juste pour dire que c'est vrai que l'hôpital est en crise, qu'il y a une problématique de moyens et qu'on a en même temps des personnels hospitaliers, même quand ils sont en grève aux urgences, qui font un travail exceptionnellement remarquable. Mais après, si on est vraiment face à une épidémie d'ampleur, c'est pas parce qu'on aurait 20 000 lits de plus, 20 000 lits de moins, etc. Et à un moment donné, si c'est très gros, de toute façon, aucun service hospitalier d'aucun pays ne sera en mesure de faire face à des millions de cas. Sauf Trump. Ah oui, Trump, bien sûr, mais c'est sûr parce que lui, le virus ne passe pas. Voilà. C'est pareil quand même. Corinne nous dit, je ne trouve plus de solution hydroalcoolique. Le savon, l'eau et le savon, c'est très très bien aussi, Corinne. C'est vraiment, c'est suffisant la solution hydroalcoolique. C'est quand on est dans un bureau ou dans les transports qu'on a envie. Mais chez vous, l'eau et le savon, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Bien se laver les mains et surtout bien les sécher parce que le virus aime l'humidité. C'est ce qu'on a appris entre autres. Donc, à suivre un petit peu sur cette crise. Alors, est-ce qu'il doit y avoir des polémiques politiciennes? Non, tout le monde doit être uni. Il faudrait mieux éviter. Non, il vaut mieux éviter parce que véritablement, c'est quelque chose d'assez grave et il faut, dans ce cas présent, il ne s'agit pas de parler d'union nationale, non, mais il s'agit de prendre, chacun est responsable des uns et des autres. Donc, à mon avis, on retrouve, de mon point de vue, le sens de la vie collective. Et ça dépasse les égoïsmes. C'est le cas face à toutes les grandes catastrophes naturelles ou les grandes crises. C'est des facteurs de solidarité parce que intrinsèquement l'homo sapiens c'est fait comme ça que quand tout d'un coup il est réellement en péril, c'est sa socialisation qui le sauve. Bien sûr. Et vrai. On a besoin de ça aussi. Oui, bien sûr. Oui, en même temps, il y a quand même de temps en temps des débats qui dérivent un peu. Hier soir, j'entendais, je crois que c'était sur BFM à 23h, il y avait un représentant du Rassemblement national qui s'appelle Jean Messia, que vous avez dû recevoir ici de temps en temps. Et Jean Messia n'a pas pu s'empêcher de trouver un moyen pour polémiquer en faisant référence au livre blanc de 2008, en expliquant qu'il y avait un comité ad hoc interministériel qui aurait dû être saisi, que c'était pas saisi, que le gouvernement était en dessous de tout, enfin qui est parti pour une polémique invraisemblable, uniquement pour avoir quelque chose à dire, pour montrer qu'on n'est pas d'accord.
un moment donné, là, pour le coup, on confine à l'absurde. Le seul problème qui se pose à mes yeux, c'est que l'on retrouve une capacité pharmaceutique qui permette justement de pallier... Ah mais ça, c'est un vrai débat pour le coup. Mais c'est autre chose que... 90% de la pénicilline faite à l'étranger. Voilà, ça pose des problèmes. Et on a vu, et ça, beaucoup de pharmaciens, avant la crise, vous disaient, ben là, on est en rupture parce que on n'est pas prévisionné et on ne trouve pas ça chez les fournisseurs français. Parce que c'est fait en Asie ou ailleurs. En termes de communication, Arnaud Champremier-Trigano, c'est aussi compliqué pour le gouvernement de trouver le juste milieu, de ne pas paniquer tout en informant. Oui, bien sûr, c'est de la gestion de crise. Ouais. Donc c'est des mécaniques, comment dire, c'est des mécaniques quasi animales, quoi. Comment on réagit aux informations, on connaît ces mécaniques-là et il le gère plutôt bien. C'est très fragile parce qu'on est sur une population qui est en grande tension. Sur le sujet, et donc un mot de travers, une déclaration à côté, ça peut déraper. Personne parle, le ministre de la Santé. Voilà. Et pour l'instant, et pas d'autres ministres pas si bête. ou porte-parole derrière. Il est l'émetteur principal. Sort des éléments de langage à tout va. Et il a l'inconvénient d'être un émetteur non typé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il soit rassurant puisqu'on ne le connaît pas. Mais il arrive à s'installer dans la fonction suffisamment là en ce moment pour l'être. Et donc voilà, s'il continue comme ça, effectivement, on a plutôt une gestion qui est correcte. Donc, tu penses qu'il sera meilleur que Buzyn? À la mairie de Paris ou Non, ça c'est impossible, c'est un soufflé à la mairie de Paris. Allez, pense aussi. Vous avez des solutions, mais je suis pas sûr que le whisky soit testé par les médecins et la javel. C'est pas mauvais. Oui, c'est pas mauvais. Et la javel, prudence également parce que c'est très agressif. Ça permet d'affronter la peur. La javel pour laver les surfaces, effectivement, parce qu'il y a une information, je crois, qui est aussi sujette à polémique, à savoir que le virus pourrait survivre à 9 jours sur une surface non nettoyée. Je vous donne l'information. Mais les virologues que j'ai entendus étaient un peu sceptiques sur le sujet qu'un virus puisse survivre à l'air. Voilà, à l'air libre, survivre plus de quelques heures. Ouais, voilà. Mais attention, 3 heures, c'est énorme. Parce qu'une poignée de porte dans le métro pendant 3 heures, ça suffit. Absolument. On se retrouve dans un instant. On aura Olivier en ligne avec nous, 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Quelques mots encore sur le coronavirus avec Olivier qui voulait réagir. Bonjour Olivier. Oui, bonjour, comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Eh bien, écoutez, ça va, il pleut à Bordeaux, mais il pleut à Paris. Il pleut à Paris, beaucoup. Heureusement qu'il pleut. Ouais. Alors, l'unité, elle se fait d'abord dans l'investissement dans le sanitaire, c'est-à-dire, je crois que c'est... est-ce qu'on parle d'unité politique ou est-ce qu'on parle d'action, hein? Parce que si c'est pour avoir le même langage et que ça, on s'en fout un petit peu, ça n'empêchera pas le virus de se balader. Par contre, quand on voit qu'on meurt déjà à l'hôpital aujourd'hui, que les soignants sont tous en grève, vivent dans des conditions précaires, que quand on fait un tour aux urgences avant le coronavirus, on voit le problème que ça présente, c'est très inquiétant de voir ce qu'ils ne font pas. Voilà, donc ça commence par là, c'est-à-dire que si on parle d'unité, l'unité c'est avec le peuple, l'unité c'est donner les moyens au peuple de se soigner et de prévenir. Et là pour l'instant, avant même de prévenir, c'est une catastrophe la santé en France. Donc c'est très inquiétant forcément. On voit bien qu'ils ne maîtrisent rien. C'est-à-dire ce qu'on devrait maîtriser déjà, on n'investit pas pour le maîtriser. Alors ce qu'on maîtrise pas, c'est comme pour la recherche. Aujourd'hui, un chercheur du CNRS, ça gagne 2000 balles, 2500 balles, alors qu'un trader fait des millions. Enfin, on est dans un monde qui est complètement absurde, quoi. C'est une logique d'oseille, c'est pas une logique de santé, d'humanisme. Donc voilà, on a un problème de fond, il est là. Donc l'unité ou la polémique, honnêtement, j'ai presque envie de vous dire, c'est un problème de grands bourgeois et de politiquement correct pour pouvoir continuer à faire de la com au lieu de faire de la politique. C'est bien dommage. Oui, mais il y en a qui font de la politique aussi. Genre, ceux qui vont sur ce qu'évoquait tout à l'heure, c'est vous qui est-ce qui évoquait c'est vous sur BFM hier. C'est moi. Oui. Non, c'est Alexandre. Et puis sur effectivement les frontières, qui est une position politique et qui n'apporte pas grand-chose au débat concret. Je voudrais qu'on dise quelques mots quand même. On parle beaucoup du salon de l'agriculture, évidemment, avec une polémique autour du ministre Didier Guillaume, qui était l'invité ce matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Il y a une nouvelle vidéo qui a été diffusée la semaine dernière par l'association L214, tournée dans un abattoir en Dordogne. Des images dont la préfecture et le ministère de l'Agriculture estimaient qu'elles ne montraient aucune irrégularité. Et pourtant, des mails
ont été transmis à l'association qui les a publiés, qui témoignait du fait que certains hauts fonctionnaires étaient au courant des situations, et un mail du ministre, en tout cas de son cabinet, ont préparé des éléments de langage béton pour répondre à cela. Écoutez ce que disait ce matin Didier Guillaume sur Sud Radio. Dans ce qui concerne l'abattoir de Dordogne, la direction de protection des populations locales nous dit qu'il n'y a pas de problème avéré. La DGL, la Direction Générale de l'Alimentation, nous dit qu'il n'y a pas de problème avéré. En plus, il se trouve que les vidéos... Il y avait eu des signalements, quand même. Non, mais attendez, des signalements. Des signalements. Oui. C'est un grand abattoir. Oui. Il y a des personnes tous les jours qui contrôlent en permanence des services vétérinaires. Donc, moi, c'est pas à moi de le faire. Moi, Guillaume ne connaît pas ce que c'est la réalité. Ce sont des vétérinaires. Et les vétérinaires nous disent, il n'y a pas de problème. Je réponds, il n'y a pas de problème. Il se trouve que un mail a été envoyé d'un agent de la DGL que nous ne comprenons pas du tout, qui a été envoyé à L214 pour dire ce n'est pas vrai. Donc ce matin, la secrétaire générale ouvre une inspection et une enquête administrative interne pour aller au bout de cela. Un agent n'a pas envoyé des documents internes, et je regarde. Du coup, j'ai diligenté une nouvelle enquête sur l'abattoir qui a commencé hier et qui va continuer. Et puis les services, c'est pas moi. Pas moi. Donc qui vous n'avez pas menti, c'est ce que vous dites. Mais je n'ai pas menti. Moi, je parle en fonction de ce qui m'est donné. Et j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Une nouvelle enquête est faite hier et aujourd'hui dans cet abattoir. S'il y a des problèmes, je prendrai les décisions comme je le fais toujours. Et ben voilà, Didier Guillaume dit je ne connais pas la réalité, les services, c'est pas moi. C'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est responsable mais pas coupable. Et un ministre ne peut pas parler comme ça. Il est responsable de ce qui se passe. Il aurait dû dire, écoutez, je ne le sais pas, on va enquêter. Ce qui est certain, c'est qu'on va faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Il ne peut pas parler comme ça. Vraiment, c'est pitoyable. Ouais, Heureusement qu'il n'a pas en charge le coronavirus. Oui, parce que là, ce serait la panique totale dans le pays. Non, mais vous qui êtes spécialiste de communication politique, dire... D'abord, on la phrase « je ne connais pas la réalité », moi j'avais eu une ministre en charge des personnes handicapées qui m'avait dit qu'elle n'était pas ou qu'elle ne connaissait pas la réalité. Je trouve ça absolument sidérant. En plus, Didier Guillaume connaît quand même bien l'agriculture, normalement. Oui, et puis c'est ce qu'on attend d'un ministre. Ça reste à vérifier. Ah bon. Et c'est par ailleurs ce qu'on attend d'un ministre, c'est qu'au moins qu'il ait la connaissance du sujet et de sa charge. Mais non, là, il y a une défense depuis, ça c'était des propos ce matin, mais depuis hier, il y a une défense extrêmement confuse sur un sujet qui est extrêmement sensible dans le pays, sur lesquels les gens commencent à être vraiment sensibilisés, qui est la violence et la maltraitance faite aux animaux. D'ailleurs, on le voit, y compris dans la mutation des régimes alimentaires. Les gens sont en train de transformer leur régime alimentaire viande, par rapport à la viande. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Ça demande de la réactivité et ça demande au moins de la clarté dans la réponse du ministre. Là, c'est la responsabilité. Jean-Luc Benamias. Guillaume, c'est plus très bien où il en est. Hein, c'est clair. C'est-à-dire que je sais pas s'il était au courant ou pas. J'en sais rien. Peut-être qu'il l'était pas. Mais sa façon de se défendre est totalement pathos. C'est même pénible. C'est même pénible à entendre parce que ce garçon, dont je pense qu'il n'est pas un grand spécialiste de l'agriculture, mais c'est moi qui le pense. Hein. Mais par ailleurs, il a dirigé un département qui s'appelle la Drôme, même si après vous l'avez présenté à Biarritz, qui n'est pas tout à fait près de la Drôme. Mais bon, passons. Voilà. Donc, mais là, le côté renvoyé sur les services qui auraient mal fait leur travail. Et surtout qui auraient communiqué alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Exactement. C'est assez. La réponse qu'on attend, c'est pas une enquête interne à ces services. Non, c'est de je dois faire la lumière, je dois faire toute la lumière, je suis responsable de mon département ministériel, et après enquête, je dirai ce qu'il en est. Oui. Alexandre Malafaille. Je voudrais apporter un point de vue, un tout petit bémol, c'est que quelque part, au travers d'une affaire comme celle-là, on voit bien quel est le problème français. Le problème français, c'est que tout remonte au sommet. Et ça, c'est quand même terrifiant. Ou pas. Là, visiblement, c'est pas. Attendez, vous avez un problème dans un abatoir, d'accord, ok, c'est un vrai sujet. Et je suis d'accord pour les problématiques de fond, la maltraitance animale, tout ça. Mais maintenant, on va quand même continuer encore pendant des dizaines d'années à tuer des animaux. Il faudra bien les tuer. Alors, il faut les tuer bien, il ne faut pas les faire souffrir. Tout ça, on peut l'entendre absolument. Mais vous êtes ministre. Et malheureusement, dans ce pays, tout remonte au sommet. Et donc, il faut être compétent, surtout à l'instant T. Alors après, vous prenez les pieds dans le tapis parce qu'effectivement, vous communiquez pas bien. De peu que votre conseiller com vous dise pas exactement
exactement comment répondre. Vous reprenez les pieds dans le tapis. Il n'y a pas besoin de conseiller pour répondre correctement quand on est ministre. Monsieur le maire, on ne peut pas en permanence être exposé sur tous les sujets, d'autant plus qu'on demande aussi aux ministres, évidemment, de pouvoir avoir des éléments de langage quand il faut en avoir, mais on demande à ces gens-là, on espère quand même qu'ils soient un peu concernés par les sujets sur lesquels ils sont et de travailler sur les enjeux de fond, quoi. Alors c'est un enjeu de fond quand on le prend dans sa globalité. La gestion de crise en permanence, c'est ce qui est un peu le cas de la vie politique française. On est tout le temps propulsé sur le devant de la scène pour tout et souvent pour n'importe quoi. Ouais, je dis pauvre ministre, quoi. Je veux dire, voilà. Mais non, mais c'est un mal français. On demande mais on peut pas être compétent sur tout. Il y a aussi des services pour ça. Il y a des préfets. C'est du ressort du préfet cette histoire. Assez d'accord que c'est du ressort du préfet cette histoire. Être au courant de tous les abattoirs, même si c'est le ministre de l'Agriculture. Mais dans ces cas-là, tu le dis. Voilà. Mais on devrait changer la façon de faire de la politique de ce point de vue-là. Mais vous prenez le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui lui, apparemment, est quand même très pointu sur tous les sujets, est au courant de ce qui se passe dans plusieurs académies, a des remontées sur des lycées ou des écoles dans lesquelles il y a des problèmes. Donc je suis pas d'accord avec vous. Il a des éléments de langage. Oui. Il a des éléments de langage. Il n'est pas forcément au courant de tout. On est bien d'accord que le ministre ne peut peut-être pas être au courant de ce qui se passe dans chaque abattoir. Ça, je suis d'accord. Quand il y a une problématique comme celle-là, c'est pas ça qui est en cause. Il se défile dans sa réponse. Il dit pas vu, pas pris, c'est pas moi, je sais pas. Les services, c'est pas moi. C'est pas comme ça qu'on fait. Il y a un moment, il dit, écoutez, les faits que vous me rapportez, aujourd'hui, je vais faire une enquête, on prendra les décisions au moment opportun. C'est tout. Enclin à être un peu plus bienveillant sur ce genre d'affaires, parce que quand on est en charge, je pense que c'est plus compliqué. C'est sûr que c'est compliqué, mais enfin, personne n'a obligé à être ministre. On manque de bienveillance avec les ministres, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Vous ne pouvez pas, Alexandre, on ne peut pas répondre, c'est pas moi. La phrase « je ne connais pas la réalité », elle est dramatique. Mais je pense que c'est la vérité. Voilà. Et quelque part, il fait un accent de sincérité. De temps en temps, en politique, ça fait du bien. Non, c'est pas la sincérité, c'est se prendre les pieds dans le tapis. C'est pas ce qui est le caractérise. Allez, on se retrouve demain. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là avec vous, en pleine forme. J'en suis certaine. Très bonne journée sur Sud Radio.